aujourd'hui, bon, je pense que la date n'était pas forcément bien choisie parce que j'ai pas eu beaucoup de retours et beaucoup de personnes m'ont répondu qu'ils étaient absents. Et ce matin, j'ai animé un webinaire SEMrush et j'ai vu un petit peu la même chose. Donc là, n'hésitez pas à interagir. Moi, je vais partir sur ma présentation. Pour vous dérouler un petit peu donc le SEO et WordPress, ce que je peux vous recommander, vous avez le chat et vous avez également le micro, donc n'hésitez pas donc à enlever le mute du micro et à venir interagir si besoin, ce sera avec grand plaisir. Voilà, donc vous devez tous voir mon écran. Donc on va partir donc sur WordPress et sur le SEO. C'est une présentation que j'avais fait il y a quelques temps pour SEMrush et qui est pas mal, qui résume un petit peu tout. Donc les meet-up WordPress, donc je les animais avec Fabrice Ducarne, donc du site WP Formation. On n'en a pas animé dernièrement par manque de temps un petit peu tous les deux. Lui avait sa boîte WP Server qui lui prenait pas mal de temps. Moi j'ai lancé ma boîte SEMJust qui me prenait pas mal de temps aussi. Et du coup on avait un petit peu délaissé ça. Donc là le but est de recréer des événements. Donc pour l'instant ils seront virtuels. Hein. On se verra à distance parce qu'on peut pas reprendre les apéros physiques. Mais voilà, on va essayer régulièrement d'en faire et avec différents sujets, donc du coup de faire intervenir différentes personnes. Donc si vous voulez intervenir, ben, par exemple Sébastien, tout à l'heure tu nous parlais de connecter par exemple Dolibar sur un WooCommerce, ça peut être un sujet qui pourrait être intéressant sur par exemple la connexion d'un logiciel de caisse ou autre. Voilà, n'hésitez pas à me proposer des sujets si vous vous sentez d'intervenir pour animer ça, il n'y a aucun problème, on pourra le faire. Donc, il faut savoir que voilà, donc c'est Fabrice Ducarne et moi qui avons lancé ces meet-up il y a quelques années. Le premier, je crois, c'était en 2016 ou 2017. Donc, on avait le soutien de WP Server et WP Formation parce qu'à l'époque c'était physique et puis il y avait des collations et c'est eux qui le finançaient. Donc voilà, donc c'est eux qui ont participé à ça et je tiens à les remercier. Fabrice n'a pas pu être là ce soir. Donc, pour ma présentation, donc on va partir sur pourquoi WordPress. WordPress, tout simplement, aujourd'hui, WordPress est venu dominer le web. Hein. 39% des sites sont en WordPress, donc c'est quand même assez énorme. Et sur tous les CMS qui sont utilisés, 66% donc, des sites utilisent WordPress au niveau des CMS. Donc c'est quand même une grosse part de marché. Et WordPress aujourd'hui reste quand même assez bien pour référencer un site. Pour l'instant, il n'y a pas de CMS qui permettent de mieux référencer un site à contenu équivalent. Donc la question qui revient tout le temps, mais c'est pourquoi on va cibler Google, et c'est simple. Google, c'est 94% des recherches en France et 91% des clics se font sur la page d'accueil. Donc comme je dis toujours à mes clients, et c'est le discours que vous devez avoir envers vos clients, c'est que effectivement avoir un site internet c'est bien, mais il faut absolument qu'il soit référencé sur la première page de Google parce que c'est là où les clics vont se faire. Toute entreprise doit trouver des solutions pour être visible sur cette fameuse première page. Un petit rappel sur la pyramide du SEO. Mais vous avez donc là, les optimisations on-site et les optimisations off-site. La partie on-site, ben, c'est tout ce qui est structure, ça va être le CMS, donc la solution, donc WordPress, sa configuration. Vous allez avoir également le thème, comment sera techniquement optimisé le thème, parce qu'on peut avoir tout et n'importe quoi en termes de thème. Et la partie off-site, c'est la partie popularité, c'est-à-dire un site, même s'il est bien optimisé au niveau de la structure et des contenus, doit également être populaire, c'est-à-dire recevoir des liens. C'est comme dans la vie réelle, plus on parle d'une personne, plus elle est célèbre et influente. Sur le web, c'est un petit peu la même chose. Plus on va mentionner un site et faire un lien vers un site, plus il sera influent aux yeux de Google. Au niveau des performances, Google, ce qu'il veut, c'est que les utilisateurs soient sur des pages qui se chargent assez rapidement. Donc vous devez absolument faire en sorte que votre site soit rapide. Il est important aujourd'hui, il est indispensable d'avoir un site qui soit rapide. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on a une mise à jour qui arrive
en mars 2021, elle s'appelle Google Page Experience, et là Google va valoriser les sites qui seront rapides, hein. Il faut qu'un site soit rapide, et également il y aura un gros poids également sur l'UX. Il faut que le site soit clairement, il y a encore des clients qui appellent à cette heure-là, hop, je raccroche. Et, il faut que le site soit quand même simple à naviguer, clair, etc. Donc l'UX et la rapidité vont avoir un poids beaucoup plus important en 2021. Donc vous devez absolument utiliser des sites qui soient rapides, et surtout quand vous avez des clients qui vont commencer à radiner un petit peu par rapport à l'hébergement. Il faut qu'ils prennent conscience que l'hébergement est important, parce que c'est ce qui va faire que le site sera plus ou moins rapide. Alors j'ai Asma qui me pose la question: comment optimiser son site pour être plus rapide? Alors pour l'optimiser, déjà c'est l'hébergement. La première chose, c'est l'hébergement. On doit avoir un hébergement qui soit assez rapide, et surtout, alors je vais vous le mettre dans le chat, il y a un outil que vous pouvez tester, c'est toolpingdom.com. Je vais vous le mettre dans le chat. Donc il faut regarder justement la rapidité de votre site. Il faut que le site se charge assez rapidement, et assez rapidement, ça veut dire qu'il soit chargé en moins de 3 secondes. Et il faut que la page d'accueil du site fasse, on va dire, moins de 2 mégas. Sur un WordPress, vraiment moins de 2 mégas, et qu'elle se charge en moins de 3 secondes. Et plus elle se chargera vite, mieux c'est. J'ai des sites qui se chargent en une seconde et demie, donc ça reste beaucoup plus rapide. Voilà. Hop. Couper le micro, oui. Voilà, GTmetrix aussi, Sébastien a mis aussi GTmetrix, tout à fait. Il y a aussi Dairboost qui est pas mal aussi. Regardez, pour l'hébergement, regardez alors je crois que j'ai une slide là-dessus, je vais y aller directement même. C'est voilà. Alors là, la slide qui est ici, c'est pour vous montrer que les sites WordPress à la base, ils sont plus lents que les autres sites, parce que on va intégrer des thèmes qui sont assez lourds, beaucoup de plugins, etc. Donc un site WordPress à la base sera plus lent qu'un autre. Donc on a justement un handicap dès le départ, et il faut le compenser par un hébergement et un site. Donc au niveau des hébergements, bon, il y a O2Switch et WP Server que je recommande. O2Switch, c'est vraiment un hébergement discount pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui veulent lancer un site à moindre coût. C'est très bien et pas trop cher. Après, si vous avez vraiment des objectifs de performance, vous avez WP Server, c'est actuellement ce qu'il y a de mieux en termes d'optimisation. Et voilà, là on en arrive, le fameux TTFB, c'est le Time to First Byte, c'est le temps de premier octet. Le TTFB, c'est la durée entre le moment où vous accédez à une page et le moment où elle commence à s'afficher sur votre site. C'est le début du rendu. Et vous devez être inférieur à 200 millisecondes. Donc il est important justement d'avoir un hébergeur qui soit rapide. Alors des fois le site peut être bien optimisé, vous avez une bonne configuration de WordPress, vous n'avez pas trop de plugins, vous avez un thème qui est assez rapide, mais vous avez un hébergement qui est catastrophique. Donc automatiquement, ça va poser problème. J'ai Thibaut qui me dit qu'il est chez Hostinger, je ne regrette pas. Alors Hostinger, je ne connais pas, mais effectivement, pourquoi pas. Asma qui me dit qu'elle est chez Yonos. Effectivement, après, ouais, donc il y a beaucoup d'hébergeurs. Moi, j'en recommande 2 parce que je les connais bien. Après, les autres, je ne pourrais pas trop en parler. Je ne les connais pas, mais c'est bien d'avoir des retours dans ce sens-là. Donc, le time to first bait, voilà. Regardez bien le temps de réactivité donc de votre site, et surtout voilà le temps du premier octet. Après, vous avez donc la mise en cache. Donc c'est pour optimiser la rapidité de votre site. En fait, la mise en cache, vous allez précharger en fait les pages pour éviter d'avoir que les pages se construisent à chaque appel. En fait, il faut savoir que quand on va sur une page, il y a différentes requêtes qui vont s'exécuter pour construire la page. Le système de cache va préconstruire les pages et les fabriquer, les préfabriquer pour les afficher plus rapidement. Donc il y a différents plugins qui existent. WP Rocket est très bien, c'est un plugin qui fonctionne très bien, qui est simple à configurer et qui va vous permettre d'optimiser justement cette mise en cache et de minifier, de compresser et même de différer également différents fichiers. Au niveau des formats des images, il y a le format donc WebP. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y en a ici qui l'utilisent déjà ou non, pas trop? C'est un format qui est beaucoup plus léger, qui permet de réduire le poids des images. Moi, personnellement, je l'ai appliqué sur quasiment tous mes sites. Est-ce que certains l'utilisent? Si vous pouvez me répondre dans le chat ou directement.
Non, on me fait signe de la tête non. Oui, Antoine, oui. Antoine me dit qu'il utilise. Oui, avec Imagify. Emmanuel, oui, avec Imagify. Effectivement, Imagify, alors moi aussi je l'utilise avec Imagify. Imagify permet justement d'activer le format WebP. Il va remplacer les fichiers qui sont à l'origine, par exemple en JPG ou en PNG, les remplacer par du format WebP. Donc ils sont beaucoup plus légers, on garde une très bonne qualité, ça permet d'optimiser justement la rapidité des pages. On arrive à gagner entre 25 à 30%, 30% du poids. Ouais, Thibaut qui dit aussi pareil, il a aussi suivi le conseil avec Imagify. Très bien. Alors Asma qui demande comment ça s'écrit. Alors c'est la slide qui est à l'écran. Alors je vais le mettre dans le chat. C'est le point WebP. Donc ça c'est le format point .webp pour les images. Et c'est Imagify qui est une extension. Tu tapes Imagify. Alors si quelqu'un peut lui mettre peut-être le lien dans le chat pour Asma vers le site Imagify. Donc c'est un plugin. Alors ça coûte pas très cher parce qu'en fait vous payez le nombre d'images que vous optimisez. Donc vous pouvez prendre des petits forfaits et qui coûtent vraiment quelques dizaines d'euros et que vous pouvez utiliser facilement sur l'année. Merci à Sébastien et Emmanuel pour les liens, c'est sympa. Au niveau des polysystèmes, pareil, ça c'est quelque chose que j'ai intégré sur mon thème. Sur mon thème, j'ai intégré les polysystèmes. Il faut savoir que quand vous avez des polices, des Google Fonts, automatiquement, vous allez faire un appel externe pour aller chercher donc le script, une police externe. Les polysystèmes, vous venez charger la police du navigateur. Donc, il n'y a pas d'appel externe et on gagne énormément en rapidité. Donc, si vous êtes développeur, privilégiez les polysystèmes, d'intégrer des polysystèmes. Si vous utilisez des thèmes qui les proposent, comme le mien, n'hésitez pas à les utiliser. On gagne en termes de performance. Au niveau des extensions, aujourd'hui, il faut être absolument en HTTPS. Il y a encore beaucoup de sites qui ne le sont pas. Et justement, quand j'avais fait cette slide-là, à l'époque, Google n'avait pas encore annoncé sa mise à jour. Effectivement, un certificat HTTPS, c'est de l'UX en fait. On vient rassurer les visiteurs qui passent sur le site. Et la mise à jour Google Page Experience, c'est simplement ça. Elle va également demander, imposer d'avoir un certificat HTTPS parce que c'est un gage de sécurité pour les visiteurs, notamment sur du e-commerce où il y a des transactions financières, mais également sur un site vitrine, vous devez absolument passer également en HTTPS. Asma qui me dit merci car mes images sont trop lourdes à charger. Alors déjà, ce qu'il faut penser à faire déjà, c'est mettre les images au bon format. C'est-à-dire des personnes vont intégrer des images qui sortent directement de l'appareil photo qui sont très larges, qui vont être par exemple en 1000, 2000, 3000 pixels et vont de large et les intégrer directement dans leur site. Donc déjà, il faut la redimensionner au bon format. Donc déjà, c'est la première chose à faire. Il faut absolument mettre cette image-là au bon format et après on vient l'alléger. Donc Sébastien a donné un lien pour compresser, mais ce qui est pas mal aussi, il y a aussi un outil qui s'appelle compressor.io. Donc n'hésitez pas à aller voir compressor.io. C'est un outil qui permet de compresser aussi les images. Alors ça, Imagify vous le fait directement dans WordPress en fait. Si vous installez Imagify, il le fait directement. Mais si vous n'installez pas de logiciel comme Imagify, vous pouvez vous redimensionner l'image au bon format et après vous allez l'alléger automatiquement. Voilà, ouais, Emmanuel qui dit qu'il a déjà vu des cas de clients qui balançaient des images de 8 mégas, mais ça, je le vois souvent, des pages d'accueil sur des e-commerce, des clients qui vont mettre des sliders d'images, et puis avec des images qui font chacune 2 mégas, donc il suffit qu'on ait 4 images à 2 mégas, sorties directement de l'appareil photo, effectivement, ça reste très lourd, donc il faut absolument les optimiser. Donc les outils qu'on vous a donnés tout à l'heure, Toolpingdom, GTmetrix et également d'Airboost, n'hésitez pas à regarder parce que ça va vous donner le poids de votre page et vous dire également s'il y a des éléments qui seraient trop lourds. Allez, on continue à avancer. Vous devez également optimiser le htaccess et le robot TXT pour autoriser ou pas l'indexation de certains contenus. Alors ça, vous avez 2 excellents tutoriels pour ça. Vous avez chez SEO Mix, Daniel Rock, et chez Alexandre Bortoletti de WP Marmite, vous avez 2 tutoriels pour l'optimisation du fichier htaccess et du robot TXT. Alors je ne vais pas le décrire maintenant, ça serait trop long, mais n'hésitez pas à aller voir. Et la fameuse case à cocher, demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. J'ai déjà vu des clients qui sont venus me voir pour des problèmes de référencement et ils avaient cette case qui était cochée, le site ne venait pas se référencer, s'indexer. Donc attention à ça aussi également lors des mises en production.
Attention aussi à ce que le site ne soit pas dupliqué. Alors WordPress. Alors, j'ai Alex qui. Alors, je vais couper le micro d'Alex parce qu'il est en train de discuter à côté. Hop, voilà. Donc ce que je disais, c'est qu'au niveau des sites, attention à la duplication des sites, on essaie de ne pas forcément dupliquer son site. Donc tester, il faut tester absolument. Vous devez tester les 4 combinaisons avec HTTP, HTTPS et avec 3W sans 3W. Vous devez toujours être redirigé vers le domaine principal. Donc ça, c'est une règle à faire sur l'HT-Access si ce n'est pas le cas. Mais vérifiez parce que des fois, j'ai des clients qui se sont retrouvés avec le site qui était dupliqué sur 2 URL différentes associées au même nom de domaine. Pour les sites mobiles, bon ben voilà, là aujourd'hui, en 2020, on doit absolument avoir un site qui soit parfaitement optimisé sur le mobile. Le contenu mobile doit être équivalent au contenu desktop parce que Google va juger la qualité du site et les contenus sur la version mobile. Donc si vous avez une version mobile qui est dépouillée par rapport à la version desktop, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc vous devez absolument avoir un contenu mobile équivalent au desktop et surtout un site qui soit rapide. Tout à l'heure, Sébastien a cité GTmetrix. Sur GTmetrix, vous pouvez comparer le chargement desktop et le chargement mobile. Vous devez absolument avoir un site qui soit rapide également en mobile. Alors Bruno me demande AMP. Alors je crois que c'est la slide derrière. On va le voir. Et après Thibaut qui me dit descendre les sites mobiles en dessous de 3 secondes. Je trouve que c'est plus dur que sur PC. Effectivement, sur mobile, c'est beaucoup plus dur à travailler. Donc le thème, il joue pour beaucoup, mais on peut quand même avoir des bons résultats sur mobile. Pour les sites volumineux, alors pour les sites, plus un site est volumineux et plus il sera dur en fait pour Google de venir le crawler. Donc il faut limiter la profondeur et optimiser le maillage interne. Vous devez linker donc toutes les pages. Alors quand vous avez un gros site, mettez dans le pied de page de votre site, vous mettez une page plan du site. Cette page plan du site va venir linker toutes les pages internes. Donc vous avez des extensions qui permettent de le faire. Vous avez également le plugin SEOpress que j'aime bien, qui permet de venir générer le plan du site et de l'intégrer via un shortcode. Et il se met à jour automatiquement, dynamiquement. Donc n'hésitez pas à intégrer des extensions comme ça. Et avoir un plan du site, ça va permettre à Google de ne pas devoir passer par toutes les pages pour venir visualiser et indexer toutes les pages. Donc si vous avez un gros site, vous passez par une page plan du site. Et cette page plan du site, si vous pouvez, vous la rendez disponible seulement de la page d'accueil pour éviter de renvoyer les bots et du jus SEO sur cette page-là qui sera présente, par exemple, sur toutes les pages dans le pied de page. On essaie d'avoir la page plan du site uniquement affichée sur la page d'accueil. Éventuellement, on peut l'obfusquer pour cela. Descente des sites mobiles en dessous de 3 ans, ça j'ai déjà lu. Le plan du site Google ne l'a pas directement avec le sitemap XML. Alors Thibaut, ce n'est pas la même chose. Le sitemap XML, effectivement, c'est ce qu'on vient fournir à Google, mais il y a le plan du site HTML, c'est-à-dire c'est deux choses différentes. Ça s'appelle tous les deux un sitemap, et il y en a un, c'est le sitemap XML que l'on vient fournir à Google dans la Search Console, et on a la page plan du site HTML qui permet que quand les bots vont venir crawler votre site, ils vont passer par cette page-là et ils vont voir tous les contenus d'un coup. Alors Yoast, non, Asma, Yoast, je ne l'utilise pas. On en parlera tout à l'heure. J'utilise SEOpress. SEOpress, il est mieux que Yoast, en fait, il est plus léger et il ne va pas vous forcer à suroptimiser les différents contenus. Alors tout à l'heure, on parlait d'AMP, c'était Bruno qui parlait d'AMP. Donc on arrive à cette page-là. Donc optimiser la web perf, ça passe notamment par l'optimisation des mobiles. Donc vous avez AMP et PWA. Ce sont deux technologies différentes et qui sont aujourd'hui, AMP existe depuis quelques temps, PWA va de plus en plus être démocratisé, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner là-dessus. Je ne vais pas avoir le temps de tout détailler, mais voilà, il faut savoir que 60% des connexions dans le monde se font en 2G. Donc c'est incroyable. Et 53% des utilisateurs quittent un site qui met plus de 3 secondes à se charger. Donc voilà, vous devez absolument avoir un site qui soit rapide. Voilà. Alors vous avez un webinaire de Daniel Rock sur la chaîne SEMrush dédié à PWA et AMP. Vous tapez Daniel Rock SEMrush PWA et AMP sur la chaîne SEMrush France. Vous avez son webinaire et pendant 1 heure, il explique l'intérêt et l'optimisation de cela. Donc voilà, je vous laisse
Allez regarder. Donc les fameuses extensions, donc tout à l'heure, on me demandait pour Yoast. Alors moi, voilà, moi je vais utiliser un SEO Press. Donc il y a SEO Press en version gratuite, SEO Press en version pro, avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Alors là, je vous ai mis un petit signe euro pour les plugins qui sont payants. Donc vous avez donc SEO Press Pro. OBFlink, c'est mon plugin d'obfuscation de liens qui permet de masquer des liens Google et d'optimiser le maillage du site. WP Rocket pour la mise en cache. Imagify pour l'optimisation des images. Donc vous avez AMP. Easy Table of Content qui permet de générer des tables des matières et de proposer un sommaire et de bien structurer les articles. Classic Editor, pour rester sur des contenus via l'éditeur classique qui sont quand même plus simple à gérer et plus digeste pour les utilisateurs derrière. Liste catégorie post, alors lui je l'aime bien. Il vous permet d'associer un widget avec des articles associés à la catégorie en cours de lecture. Donc du coup, c'est bien pour les structures en silo. On en parlera après des structures en silo. Vous allez pouvoir proposer un widget qui sera visible et avec seulement les liens vers les articles d'une même catégorie. Donc ça reste pertinent pour Google. Vous avez Q2W3 Fixed Widget qui permet d'avoir un widget flottant au scroll et d'avoir toujours donc en vision ce fameux widget. Updraft Plus pour générer des backups automatisés, donc il est très bien, je vous recommande d'utiliser ça et de faire des backups réguliers de votre site. Et WordFence pour la sécurité. Alors je vois, j'ai eu pas mal de réactions dans le chat. Alors Thibaut MP, je ne suis pas fan car ça cache le menu, je trouve que c'est assez difficile pour naviguer. Après, tout dépend ce que l'on veut. Il y a différentes possibilités au niveau d'AMP. Personnellement, voilà, celui qui cherche vraiment une page dans Google, qui va tomber sur votre site, qui va arriver sur une page AMP, va se charger rapidement. Après, effectivement, s'il veut aller voir d'autres contenus, ça sera un petit peu plus compliqué, mais au moins, on lui fournit ce qu'il attend très rapidement et ça reste quand même mieux. Bruno qui me dit Rank Math. Alors, Rank Math, on en a beaucoup parlé, mais je ne le connais pas, je n'ai jamais eu le temps de le tester. Mais effectivement, c'est un plugin, voilà, souvent SEO Press est également recommandé, Rank Math est recommandé. Yoast est très connu, il bénéficie un peu de sa notoriété, mais il est un petit peu en perte de vitesse. Hma qui me dit votre contenu est très riche. Ben merci. Est-ce qu'on peut avoir le replay? Alors oui, alors je suis en train d'enregistrer. J'enregistre et je vous mettrai le replay. Alors là, je vais essayer de boucler ça en 1 heure parce que Jitsi me permet d'enregistrer seulement 1 heure. Mais je vous mettrai le replay à disposition s'il n'y a pas de problème technique. Imagify existe en version gratuite, Nico, mais il me semble 25 images par mois. Donc voilà, donc je ne savais pas. Voilà, Sébastien a confirmé, Imagify existe bien en version gratuite et on est limité à quelques images. Ok, merci pour ces informations-là. Je vais continuer. On en arrive au niveau du thème. Donc le thème, Google a besoin d'avoir un code qui soit clair et propre pour pouvoir digérer et comprendre tous ces contenus que l'on vient lui proposer. Donc le thème, il vient se trouver entre le CMS, donc WordPress, et les contenus. C'est lui qui va faire en sorte que le code sera plus ou moins propre. À savoir que WordPress, par défaut, génère un nombre plus important de requêtes, parce que c'est dû au thème et à ces extensions qui sont intégrées. Plus on va rajouter d'extensions et plus on aura un thème un petit peu farfelu qui va rajouter pas mal de surcouches et plus ça sera lourd. Il est donc important d'avoir un thème qui soit léger et de limiter au maximum les plugins qui viennent agir en front. On a des plugins qui agissent en back-office, mais des plugins qui viennent s'exécuter en front-office. Ce sont ces plugins-là qu'il faut essayer de limiter. Donc les développeurs ne sont pas des référenceurs, comme je dis toujours, chacun son métier. Donc les bonnes pratiques, si vous devez coacher un développeur sur un projet WordPress, si vous travaillez avec un développeur et que vous devez reciter derrière, avoir un code qui soit le plus propre et le plus léger, utilisez le Flex CSS. Le Flex CSS, ça vous permet d'afficher des contenus à un endroit, mais de charger dans le code différemment. Sur mon thème SEO Mag, j'ai fait en sorte d'avoir un gros texte présent en bas de la page d'accueil, sur la page d'accueil, pareil sur les pages catégories, mais dans le code, quand Google vient lire donc la page, je fais en sorte que ce texte-là, il le voit tout en haut. Donc physiquement, c'est présent en bas pour les visiteurs, mais dans le code, il est présent en haut. Et plus tôt on va donner ce texte-là à manger à Google, et mieux c'est. Donc pareil pour les pages catégories. D'abord, Google va prendre le titre H1, il va prendre le texte qui est physiquement en bas, mais il le voit en haut, et après on aura le listing des articles. Donc le Flex CSS, c'est un petit peu révolutionnaire, mais peu de personnes l'utilisent.
Donc on intègre des contenus sur la page d'accueil, on intègre des contenus sur les pages catégories. On n'a pas de lien en doublon, donc souvent, et c'est le problème des thèmes, quand vous avez une page de listing produits ou des produits sur un e-commerce ou des articles de blog, vous avez souvent un lien sur la photo, un lien sur le titre et un lien sur le texte, ou un lien sur le bouton lire la suite. Donc vous avez X fois un lien vers une même page parce qu'on va renvoyer vers le même article. Le problème, c'est que Google va diviser le jus qui est transmis au travers de ces liens-là. Ben, s'il y a 4 liens, il va diviser le jus en 4 et vous allez avoir que 25% du jus transmis vers le premier lien qu'il aura vu. Et les autres liens auront, entre guillemets, tué 75% du jus. Donc, on doit avoir une seule zone cliquable et on doit avoir un seul lien qui part vers la page de destination. Entre deux pages, on doit toujours avoir qu'un seul lien. C'est la règle. On peut également obfusquer les liens pour allier SEO et UX, ça on en parlera un petit peu après, et utiliser les polysystèmes, ça on l'a déjà vu. Ouais, Sébastien donc, me dit le HA en tête. Effectivement, on doit toujours avoir le HA en premier au niveau des pages. Alors je crois que j'ai une slide là-dessus. Donc le seul thème qui est réellement optimisé aujourd'hui pour le SEO, c'est le mien. J'ai passé beaucoup de temps à développer ce thème-là. Donc il est tout jeune, il a 3 mois. Mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, c'est un thème qui répond à tous les besoins SEO. J'en avais marre de devoir passer mon temps et de corriger ce que les développeurs de thèmes mettaient en place. À chaque fois que j'achetais un thème, j'avais des heures de développement derrière pour prendre un dev et lui faire corriger tout ce qui n'allait pas. Donc voilà, j'ai décidé de développer mon propre thème. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez le tester, n'hésitez pas, vous venez me voir, je peux vous faire une belle remise dessus si vous venez de la part du groupe Meetup. Les stratégies de contenu, donc, il faut identifier en premier ses concurrents. Donc, vous avez des outils comme SEMrush, Yoda, Rank Explorer. Alors, ce sont des outils qui sont payants, mais qui sont un petit peu accessibles en version gratuite et limitée. Mais regardez quels sont vos concurrents présents sur votre secteur d'activité et regardez quels sont les mots-clés, quels mots-clés ils possèdent et regardez un petit peu leurs pages qui sont les mieux optimisées, qu'est-ce qu'ils ont mis en page pour être bien positionnés. Euh, Quel flow pour développer en prod, projet Composter web Bedrock? Alors là, Alex, tu me parles de choses qui me sont un peu inconnues. Moi, je ne suis pas développeur, hein, je suis un référenceur et je travaille avec Jorel, qui est mon développeur attitré sur tout ce qui est WordPress. C'est lui qui me développe tous mes projets, c'est lui qui m'a développé mon thème WordPress. Alors tout ce qui est technique, c'est lui en général qui y répond. Voilà, Sébastien me dit non, c'est mon développeur. Effectivement, Jorel bossait pour Sébastien et voilà, Sébastien me l'a présenté et depuis je bosse avec lui. Donc, donc voilà, pour tout ce qui est technique, je pourrais pas y répondre. Honnêtement, les techniques de développement, c'est pas trop mon truc. Moi, je fais un cahier des charges, je viens recéter derrière ce qui a été fait. Mais voilà. Donc Sébastien nous dit qu'il a formé Jorel. Effectivement, c'est le cas. C'est Sébastien qui avait pris en main Jorel à l'époque. Donc, vous avez un outil là de SEMrush Keyword Magic Tool. Bon, c'est un outil qui est payant quand on est abonné à SEMrush, mais il permet de voir quelles sont les recherches associées à vos mots-clés. C'est-à-dire qu'est-ce que tapent les internautes quand ils veulent trouver ce que vous proposez, votre mot-clé. Donc, c'est un outil qui est intéressant. Après, vous pouvez également donc dénicher, exploiter les mots-clés qui ont le plus de potentiel, hein. On va regarder les volumes de recherche. Ce qui est important, c'est qu'il y a certains mots-clés qui sont peu recherchés tous les mois et certains mots-clés qui sont beaucoup recherchés tous les mois. Donc, vous devez regarder quels sont les mots-clés qui sont beaucoup recherchés et essayer de vous positionner sur cela, en fait, hein. Il est important d'aller vraiment se positionner sur des mots-clés qui sont recherchés et pas forcément des mots-clés qui pourraient être très, très peu recherchés. Et la thématique est importante également. On doit rester toujours dans la même thématique, hein. Alors Thibaut me dit qu'il y a un mois gratuit pour profiter de SEMrush. Effectivement. D'ailleurs, oui, j'ai oublié de le dire, mais pour Rank Explorer, je peux également vous offrir, c'est vrai, j'y pense jamais, mais Rank Explorer, je peux vous offrir un mois d'essai pour Rank Explorer. Il y a Rank Explorer et Cocolize. Ce sont deux outils pour lesquels voilà, que je recommande souvent à mes clients sur la partie juste vente de liens. Et du coup, souvent, quand ils ont besoin d'outils, je leur fais tester pendant un mois. Et si ça leur plaît, après, ils continuent. Donc, n'hésitez pas, demandez-moi également si vous voulez tester ces outils-là gratuitement. Je peux vous offrir un mois de test. Ça vous permettra de les prendre en main, etc.
Après, il faut associer. Donc, quand on a déniché des mots-clés, quand on a vu des mots-clés qui sont intéressants, après, on a deux possibilités. Ou on vient les intégrer à une page qui est déjà existante. On a déjà une page ou un article existant et on vient intégrer ce mot-clé-là à cette page-là. Donc, on va rédiger un contenu pour suffisamment pondérer ce fameux mot-clé. Et si on n'a pas forcément de page qui serait pertinente pour intégrer ce mot-clé-là, on va créer une nouvelle page et on va associer ce mot-clé à cette page et on va optimiser cette page-là en fonction. Alors, il faut toujours tenir compte de l'intention de recherche, c'est-à-dire, est-ce que ma page répond à une intention de recherche d'un internaute? Et ça, vraiment, c'est vraiment important. Vous devez essayer de cibler cette intention de recherche parce que vous allez mieux ressortir et Google, il est friand de ça, en fait. Quand on pose une question sur Google, lui, il aime bien donner la réponse. Google n'est plus un moteur de recherche, c'était simplement un moteur de réponse, en fait. Il va vous répondre à votre question. Michael qui me dit oui, intéressé par tes offres. Alors n'hésitez pas à revenir vers moi ou via Meetup ou via ou je vais vous mettre, je vais vous mettre mon mail directement dans le chat pour ceux qui l'ont pas eu, ceux qui sont passés par Meetup. Voilà, nicolas@cranico.fr. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et comme ça je vous ferai en retour, je vous mettrai en retour les offres. Donc après Google, il aime la fraîcheur. Donc on essaie de maintenir à jour ces contenus, même si ce sont des contenus qui sont assez anciens, on revient dessus et on essaie de les maintenir à jour. Clairement, c'est un très très bon signe pour Google. Attention, aux pages qui sont entre guillemets dormantes, hein, les fameuses pages zombies, euh, Google tient compte de la qualité globale de votre site. Si vous avez des pages qui sont de très mauvaise qualité, qui sont très peu visitées et qui vont générer que très peu de trafic ou qui ont quasiment pas de mots-clés, automatiquement, ces pages-là vont pénaliser votre site. Ce sont des pages qui manquent de contenu, qui n'ont pas de trafic, qui sont sous-optimisées et qui ont peu d'intérêt pour les internautes. Ces pages-là, elles vont automatiquement pénaliser votre site. Sur mon site Créanico, je suis un mauvais élève et j'ai plein de pages qui sont dormantes, qui sont très vieilles, et je devrais les supprimer. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais ces pages-là viennent pénaliser mon site parce que c'est des pages qui ont peut-être 8 ans, 9 ans et qui ne sont pas actualisées, elles ne sont pas visitées, etc. Ça vient pénaliser mon site. On doit conserver que ce qui est pertinent sur son site. Donc ces pages-là, ou vous les améliorez, vous les mettez à jour, ou vous les désindexez pour plus qu'elles apparaissent, ou vous les supprimez carrément, mais vous les redirigez en 301 vers une autre page parce on ne va pas supprimer simplement une page sans la rediriger. Ou sinon, après cette page, vous allez la fusionner avec une autre page. Donc, il y a un outil qui est très bien pour ça, qui s'appelle MyRankingMetrics, qui vous permet de détecter les pages zombies. Alors, c'est un outil qui est payant. Il va carrément vous auditer votre site. Après, ceux qui veulent le faire différemment, vous pouvez utiliser Google Analytics. Vous regardez sur une période d'un an quelles sont les pages qui n'ont pas généré de trafic et de visites pendant un an. Et vous allez pouvoir automatiquement les visualiser et les retravailler. L'outil MyRankingMetrics, bon, il fait gagner beaucoup de temps parce qu'il va vous dire clairement quel est le problème et qu'est-ce qu'il vous conseille de faire, d'optimiser le H1, la balistique, l'intérêt du contenu. Il va vraiment vous dire ce qu'il faut intégrer sur votre page. Voilà. Thibault, est-ce que c'est grave de lier deux articles qui sont sur deux catégories différentes mais proches sur le même champ lexical? Deux articles sur deux catégories différentes et proches de même? Non, pas forcément. En fait, moi, je pars du principe où si un lien doit être fait, qu'il est légitime à être fait, on va le faire, en fait. Après, idéalement, on cloisonne tout. On a des univers sémantiques, hein, et on essaie de tout cloisonner. Après, on peut deux articles dans deux catégories différentes qui ont une liaison entre elles. Idéalement, on fait un lien qui est obfusqué, hein, on fait un lien qui est obfusqué, on utilise un plugin d'obfuscation et on fait un lien qui est obfusqué, comme ça, le lien physiquement il y est pour l'utilisateur, mais Google ne le voit pas, donc c'est le mieux, mais sinon, on peut quand même le faire aussi. Sébastien, c'est quoi la proportion de ces pages zombies? On les glisse en non-index. Alors, moi, je suis pas forcément pour mettre trop de pages en non-index aussi, parce que c'est pas forcément bon de proposer un site et que la moitié des pages soient en non-index. Donc, clairement, la page, bon, une page en non-index, on peut mettre des conditions générales de vente, on peut mettre une page des mentions légales, on peut mettre l'espace mon compte, etc. Il y a des pages qui sont légitimes à être en non-index. Après, moi, je pars du principe où je préfère épurer le site. Je viens supprimer les pages qui ne sont pas forcément pertinentes et je ne vais laisser que les pages qui sont pertinentes. Donc laisser des pages qui n'ont pas lieu d'exister, les mettre en no-index, je ne suis pas forcément pour, il vaut mieux carrément les éradiquer. Merci Sébastien pour l'URL de l'outil. Alex, j'ai souscrit un outil SEO qui s'appelle MarketGoo chez
one.com. Alors je ne connais pas, et ben d'ailleurs Alex me dit je ne recommande pas, ben voilà. Ok, donc on n'en parle pas Alex. Est-ce que c'est une bonne méthode pour regrouper les pages conditions générales de vente, mention légale et contact dans la même pour éviter de perdre du jus sur des pages non importantes? Alors Thibaut, effectivement, on peut regrouper, il y en a qui le font, c'est une bonne pratique, on va regrouper tous les contenus de ces pages-là sur une même page. Après, moi, je pars du principe où j'utilise un plugin d'obfuscation de liens, je laisse ces pages-là, mais je les obfusque. C'est-à-dire ces pages-là seront en no-index, elles seront également derrière un lien qui est obfusqué. Donc Google n'ira jamais dessus. Et après, on peut utiliser des outils qui vont regarder justement ce qui se passe sur les sites, hein, des outils de crawl, et on va voir que justement que les bots ne vont pas voir ces pages-là parce qu'ils ne les voient pas. Euh, Ouais, il y a Sébastien qui dit que dans les mentions légales, c'est là où il y a le backlink de l'agence. Effectivement, c'est là où il y a le backlink, mais bon, malheureusement, quand, quand ça passe derrière moi, la page sera en no-index et elle sera pas crawlée. Donc le backlink n'aura aucun intérêt. Voilà pour les pages zombies. Le multilangue, je vous en parle également. Donc, on peut avoir plusieurs langues, hein. Donc, si on a plusieurs langues, eh bien, on doit totalement traduire le site. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je mets une seule entrée entre les différentes langues. Si j'ai deux langues, je ne mets le lien uniquement depuis la page d'accueil. J'évite d'avoir un lien entre toutes les pages internes entre elles. Parce que Google, ben, il arrive sur la page d'accueil, il voit qu'elle est deux langues, on va sur un site, on reste sur une seule langue, mais on ne va pas sur l'autre langue. En fait, il n'y a pas pour moi, de relation entre les différentes pages des différentes langues. Et ça, on peut le faire avec l'obfuscation aussi, parce que l'obfuscation, on va laisser donc le sélecteur de langue physiquement présent pour l'internaute, mais on va venir l'obfusquer du coup pour les robots. Donc du coup, les bots de Google ne verront seulement le lien depuis la page d'accueil. C'est une bonne pratique. Donc on essaie de travailler également tous ces écrits, hein, en écrit proprement, avec une bonne grammaire, une bonne orthographe et un style qui soit assez clair. Le balisage à chaîne, eh bien, on essaie d'avoir donc un balisage qui soit propre, hein. Il faut simplement que quand Google passe sur les titres à chaîne, donc là on peut les voir avec un outil comme Web Developer qui nous permet d'afficher le balisage à chaîne, ben, on doit seulement voir les titres qui apparaissent. Il ne doit pas y avoir de saut de niveau entre les titres. On commence toujours par un H1, comme a dit tout à l'heure Sébastien, et on essaie d'avoir des titres parlants. Seulement en lisant les titres à chaîne de la page, on doit comprendre ce qui est mentionné automatiquement. Les fameuses balises, les balises titres, donc ben, on essaie de les optimiser au mieux. Il faut savoir qu'une balise titre, c'est ce qui a le plus de poids sur une page, hein. Il faut avoir une balise titre qui soit pertinente. Donc on utilise des outils comme SEO Press, RankMath ou Yoast SEO pour ça. On n'essaie pas de tromper l'internaute, on doit réellement décrire ce qui est proposé. Et chaque balise titre doit être unique. Et les mots-clés les plus importants, on les met devant au niveau de la balise titre. On doit également optimiser ses contenus, donc avoir un champ lexical le plus large possible. Aujourd'hui, des outils comme Yoast vont vous proposer de répéter X fois un même mot-clé, d'avoir une certaine pondération. Personnellement, je ne le fais plus. J'utilise des outils comme UtestGuru, 1.fr et SEO Quantum qui vont aller chercher un champ lexical. On va utiliser des mots-clés autour du mot-clé principal. Et Google, clairement, il aime ça et ça vient vraiment bien mieux se positionner que du bourrage de mots-clés. On essaie de répondre à l'intention donc de recherche des internautes. Donc il y a deux outils pour ça que je vous liste, qui vous permettent de voir quelles sont les recherches des internautes par rapport à un mot-clé. On essaie de correctement organiser son site dans les sections et les sous-sections, anticiper le futur, hein. Aujourd'hui, on a un site, mais demain, il peut évoluer. Donc, on essaie de réfléchir un petit peu à tout ça et on s'adapte à la structure de WordPress. WordPress a une très certaine structure. On essaie un petit peu de coller à ça et de rester sur ce qui est natif à WordPress. Après, les builders de page, alors je ne suis pas forcément un grand fan des builders de page. Alors, dites-moi dans le chat si vous utilisez des builders de page et lesquels vous utilisez. Donc, il y a Divi, il y a Elementor, il y a Beaver Builder, il y a Visual Composer, Oxygen, etc.
Moi, personnellement, j'essaie de rester si possible sur Gutenberg parce qu'il est natif, mais il est un petit peu limité, mais de rester principalement sur le classique éditeur de WordPress. Après, voilà, Elementor, j'en reviens un petit peu quand même, il est très simple à utiliser, il est quand même assez pratique. Elementor, il reste quand même simple à utiliser, mais voilà, ne faites pas des sites full Elementor parce que vous allez pourrir le code de vos pages avec les builders. Enfin, il faut savoir que le builder vient intégrer un shortcode entre le contenu et le thème. Donc on a le code de WordPress, du CMS, on a le code du thème, et on vient rajouter en plus des shortcodes pour mettre en forme tous ces contenus. Donc ça vient un peu pourrir, dégrader le code auprès de Google. Donc faites-moi de belles pages avec donc des builders pour des pages d'accueil, des landing pages, etc. Mais n'allez pas formater tous vos contenus, hein. Et tout à l'heure, j'ai eu un ticket de support sur mon thème et sur Presta d'une personne qui va même mettre en forme les articles de WordPress. Alors ça, je ne l'avais jamais vu. Elle vient carrément formater les articles de WordPress tous avec Gutenberg. Et là, pour moi, voilà, clairement, on pourrit, on dégrade la qualité de son site. Et les shortcodes, les builders, on les utilise uniquement sur des pages qui en ont besoin, des belles pages, des landing pages, des pages d'accueil. Alors on voit, oui, j'ai donc Nicolas Divi, Emmanuel, il me dit que quand il goûte à Gutenberg, c'est difficile de revenir à un autre. Ok, très bien, Gutenberg, hein, il faut savoir qu'il est jeune, il est tout nouveau. Sébastien me dit qu'il utilise la version d'Elementor PrestaShop. Elementor PrestaShop, charge du 16 en plein milieu. Ok, d'accord. Asma, WP BlackBerry. Alors BlackBerry, c'est le pire de tous, hein. C'est l'ancien Visual Composer. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà. Après, j'ai ER qui me dit Elementor top. Asma qui me dit peut-on changer facilement d'éditeur? Non, c'est compliqué et souvent le builder est associé à un thème. Vous allez acheter un thème, il y a un builder qui fournit avec et ça pose problème. Moi, j'ai fait le choix avec mon thème de proposer le thème le plus optimisé du marché, le plus rapide, et j'ai prédéfini un modèle de page dédié à tous les builders. Donc du coup, vous prenez mon thème, vous pouvez intégrer n'importe quel builder de page sur ce thème-là. Et c'est vraiment un point fort parce que du coup, vous n'êtes pas marié. Si vous changez de thème, vous n'êtes pas obligé de changer le builder. Et souvent, la licence du builder est associée au thème, hein. Chez ThemeForest, c'est le problème, c'est que vous avez souvent un builder qui est associé au thème et il se met à jour uniquement quand on met à jour le thème. Donc attention à ça, essayez d'avoir un builder qui soit dissocié du thème et d'utiliser le builder qui vous va le mieux et non pas le builder que le thème vous impose. Sébastien me dit que Divi est moins lourd en front. Alors je sais que c'est vrai que Sébastien utilise beaucoup Divi. Alors moi, Divi, j'ai un peu de mal avec son interface. Elementor, clairement, je l'ai trouvé extraordinaire. Elementor, il est très simple à utiliser. J'ai beaucoup aimé. On essaie de mettre les textes alternatifs sur les images. On va déjà correctement nommer les images. Tout à l'heure, on a vu qu'il fallait correctement les dimensionner, les optimiser en termes de poids. On va correctement les nommer et on va intégrer des balises alt également sur les images. Adapter la taille des images, on en a déjà parlé, donc je vais passer assez là-dessus. Un bel exemple, voilà, dans Google Images, comment tromper Google? Là, ici, on a une balise titre, le titre de la page, la légende et la sémantique qui parlent de pizza. Et on a une photo d'Adriana Carambeu qui a été mise sur la page, et automatiquement, Google imagine que Adriana Carambeu, c'est une photo de pizza. Donc c'est un très bel exemple, hein, vous pouvez, ça fonctionne encore. Donc voilà, comme quoi l'intérêt de correctement nommer et la sémantique autour de l'image, elle est importante. Pour la structure, donc on doit avoir un maillage qui soit clair, logique et simple. On essaie de pousser les bonnes pages. Votre site reçoit du jus donc principalement depuis la page d'accueil, et ce jus-là, il doit le redistribuer en interne sur votre site. Donc vous devez limiter le nombre de liens qui vont partir sur les différentes pages de votre site. On fait circuler ce qu'on appelle le fameux PageRank, hein. Le PageRank, Google ne nous l'affiche plus. Il existe toujours, mais on ne le voit plus parce que les SEO l'ont trop manipulé. Donc essayez justement d'optimiser un petit peu ce maillage-là. L'obfuscation de liens, on en a parlé. Non, c'est une technique qui est bien vue par Google, hein, parce qu'à partir du moment où on ne cherche pas à tromper l'utilisateur, donc Google, ce qui pénalise, c'est quand on vient tromper l'utilisateur, quand on vient lui afficher un contenu différent, etc. Là, quand on vient simplement optimiser le maillage, il n'y a vraiment aucun problème. Ça vient donc éradiquer les liens qui sont non pertinents. J'ai fait une vidéo, vous allez sur la chaîne WP Rank, j'ai fait une vidéo pour vous montrer l'intégrer de l'obfuscation sur un site e-commerce, et je l'ai montré sur un WooCommerce où je montre tout ce que j'ai pu obfusquer, tout ce qui est intéressant d'obfusquer, parce qu'on va venir optimiser le maillage du site pour justement
correctement distribuer le jus au sein du site. Et l'obfuscation, clairement, on vient associer le SEO et l'UX, hein, donc on évite tout ce qui est les problèmes que vont poser les méga menus et les fat footers, hein, où là on a une tartine de liens dans un menu, on peut avoir 50, 200 liens, et Google il prend ces 200 liens et tout est maillé ensemble, c'est catastrophique. Donc on évite les méga menus. Les méga menus, c'est la pire chose que l'on ait pu inventer en termes de SEO. Ça vient complètement casser le maillage et dégrader le référencement des sites. Alors, après, au niveau de la pagination, il faut faciliter donc l'indexation des contenus. Donc sur WordPress, déjà on va supprimer les liens suivants et précédents qui sont présents nativement sur WordPress et au niveau des thèmes, parce que ici il faut que WordPress aille de lien en lien pour visualiser toutes les pages, et on va intégrer une pagination commune. Donc il y a un plugin qui s'appelle PageNavy qui permet d'intégrer une pagination sur les différentes pages, et on va intégrer cette pagination sur tout ce qui est les listings des catégories, auteurs, étiquettes, archives, etc. Et puis, je le répète, hein, depuis ces pages de listing, on ne va pas multiplier les liens vers une même page. On doit avoir une seule zone qui renvoie vers la bonne page. On optimise dans la structure de son site. La meilleure chose à faire, c'est le siloing thématique. On en a déjà parlé tout à l'heure. Le siloing thématique, c'est regrouper les différents univers entre eux. Il faut que Google soit capable de voir qu'on a des univers qui sont cloisonnés entre eux. Alors moi, j'ai un super exemple, c'est mon site créanico.fr. Le jour où je l'ai refondu et je l'ai repassé sous forme de siloing thématique, j'ai quasiment multiplié par 10 sa visibilité simplement en proposant une structure beaucoup plus sexy à Google. Et ça, Sébastien à l'époque avait participé à cela, hein. On avait bossé cela ensemble pour essayer d'avoir une structure qui soit la plus sexy possible et cloisonner vraiment les univers entre eux en fait. Quels sont tes conseils en termes d'organisation entre les pages catégories, pages, articles? En termes d'organisation. Après, Nicolas, ça va vraiment varier en fonction de ce que l'on veut faire. Alors sur mon site Créanico, j'avais intégré les catégories des articles sur les pages, hein. Donc les pages se retrouvaient dans les catégories et dans les univers. Donc effectivement, c'était une bonne pratique, mais c'était quand même lourd à mettre en place. Après, c'est vraiment en fonction de la taille du site et de ce qu'on va en faire. Donc, il n'y a pas forcément une formule qui va marcher sur tout. Euh, Sébastien qui me dit niveau structure, comment bien choisir entre catégories et caractéristiques. Catégories et caractéristiques. C'est pas plutôt étiquette que tu voulais dire, Sébastien, pour WordPress. Après, je vois Mickaël, je confirme. J'ai un mégaphone menu pensant faciliter l'internaute dans la navigation. Il semble impossible de pouvoir réaliser une obfuscation. Après, il faut voir comment est conçu le menu. Mais voilà. Mais après, je pense que tout est possible en fait, hein. Tout est possible avec un minimum de développement. Mais ah oui, c'était méga menu, pas mégaphone. Ok, j'ai vu la correction derrière. Effectivement. Donc effectivement. Il faut voir en fait comment est conçu le méga menu et voir si un développeur peut intervenir là-dessus et organiser ça. Mais effectivement, un méga menu aujourd'hui, c'est vraiment catastrophique. Donc Sébastien me dit dans le vin terroir, dans le vin terroir et une caractéristique et peut-être une catégorie. Oui, ouais, après, il faut voir en fonction des différentes typologies, qu'est-ce que il faut au bout d'un moment se dire allez voilà, mes catégories sont ça, et après je peux créer des caractéristiques, hein, ou qui seront des étiquettes, et me dire voilà, ça je vais associer ces étiquettes-là aux catégories. Mais ce qu'il faut surtout pas, c'est avoir de la duplication, c'est-à-dire au bout d'un moment, il faut trancher. Qu'est-ce que je prends pour définir mes univers de mes catégories, et qu'est-ce que je vais prendre après pour associer des caractéristiques dans les étiquettes et que ça puisse être croisé. Donc sur ma démonstration, sur la live, je vais vous montrer ça, sur la live démo de ma boutique, c'est en mag. Sur la live démo de mon thème, j'ai mis en place, c'est un parfait exemple. Là, vous avez donc, ça c'est la page d'accueil, donc justement qui est faite avec Elementor. Et là, vous allez voir, j'ai mis donc les catégories. Là, vous avez
les catégories, alors je vous le mets dans le chat, vous avez les catégories qui sont ici. Donc moi, je suis parti, bah, si c'est une boutique, donc que ce soit catégorie du blog ou catégorie produit, c'est la même chose, hein, c'est le même problème. Donc j'ai dit, bon, allez, je vais définir les univers hommes, femmes, enfants comme mes univers principaux, donc les catégories. Par contre, je veux créer des caractéristiques comme a pu le dire, Sébastien. Et là, à ce moment-là, j'ai créé une caractéristique Made in France. Ça aurait pu être une catégorie, mais j'ai préféré la créer sous forme d'étiquette. Donc cette catégorie-là, cette caractéristique-là vient se croiser par rapport aux catégories principales et on peut avoir des étiquettes, donc des caractéristiques différentes des catégories. Mais il ne faut surtout pas avoir des catégories, des étiquettes qui se répètent automatiquement. Voilà. Et vous le voyez, ces pages-là, je les ai bien optimisées. La page Made in France, c'est une page où il y a peu de contenu, mais dessus, j'ai un titre H1 qui est parlant, j'ai du contenu qui est en haut, donc mes produits qui répondent à cela, et j'ai également un texte qui est dessous. Donc là, on est sur une page qui ne peut pas être pauvre en contenu, qui va automatiquement être riche sémantiquement et qui ne sera pas forcément pénalisé. Je, on rêverait d'avoir le produit dans la sous-page de la KT. Ok, ok Sébastien. Allez, je continue. La structure, on l'a vu. Les éléments cassés, donc on fait attention aux éléments qui peuvent être cassés et redirigés. Les liens internes qui sont cassés sur votre site, ben, on essaie de les détecter. Vous pouvez également avoir des liens qui sont HTTP qui redirigent vers des pages HTTPS, donc ça peut poser problème, essayez également de le détecter. Donc voilà, bon là je vais passer dessus. Au niveau de la popularité, donc là, on arrive sur le fameux netlinking, hein. L'objectif, c'est comme dans la vie réelle, plus on va parler de vous, ben, plus vous serez célèbre. Donc, aux yeux de Google, eh ben, c'est la même chose en fait. Plus vous serez cité, plus vous aurez des liens vers vous, et plus vous serez célèbre. Et mieux il vous classera. Donc, du coup, le netlinking, c'est améliorer donc ses positions vers ces pages qui sont importantes, hein, les pages importantes en termes de business. Donc ici, parmi vous, qui vient travailler la partie off-site, la partie lien de ces sites ou de ces sites clients, ou est-ce que vous restez plutôt focalisé sur la partie on-site, c'est-à-dire structure et contenu, juste pour avoir un aperçu de l'audience? Donc Nicolas me dit bientôt. Donc la partie popularité, ouais, Sébastien il dit juste un conseil pour l'off-site. Voilà, Sébastien, donc, lui, il va conseiller à ses clients de faire un petit peu. Thibaut, on sent que te passionner quand tu parles SEO, moi aussi, je deviens drogué là-dedans. Ah, ok. Effectivement, oui, voilà, voilà, c'est mon gros problème, c'est que je suis passionné par ce que je fais. Et voilà. Après, Bruno parle de SEMJu. Oui, effectivement, en fait, moi, c'est ce que je propose sur SEMJu. Donc, SEMJu, c'est mon service où on vient proposer des stratégies de lien. Certains d'entre vous déjà l'utilisent, mais voilà. Mais vous pouvez également vous avez des possibilités de faire du lien. Vous pouvez, si vous avez vous différents clients dans un même univers, vous pouvez voir entre eux pour faire un peu de lien. Si vous avez des clients qui ont un fournisseur qui est assez important, ben, vous pouvez demander au fournisseur de référencer votre client et de faire un lien vers lui. Ouais, il y a différentes possibilités de faire du lien. Alors, ou vous avez du temps de le faire par vous-même, ou vous venez le déléguer à des plateformes comme la mienne. Mais voilà, il est important de travailler la popularité parce que le lien, c'est la base de l'algorithme de Google. Google a vraiment basé son classement principalement sur le lien. C'est le fameux PageRank en fait, hein. Donc vous devez absolument faire un minimum de liens pour faire décoller un site. Et surtout, quand vous allez lancer un nouveau site, vous devez faire des liens dès le départ parce que Google, il va vraiment laisser pendant très longtemps dans le bac à sable un nouveau site. Alors que si directement vous venez mettre des liens vers ce site-là, le propulser très très rapidement, le site va gagner en visibilité et va se référencer beaucoup plus rapidement. Alors vous pouvez parfois ne pas faire de lien et attendre peut-être 6 mois, un an que le site commence à avoir des positions intéressantes. Donc le lien vraiment, c'est vraiment donner un signal à Google, voilà, je reçois des liens, on parle de moi, je suis pertinent, tu peux commencer à me positionner. Et le lien, bien sûr, a un effet multiplicateur par rapport à la qualité du site, hein. Plus le site sera bien optimisé en termes de structure, de contenu, ben, meilleure sera comment dire,
l'efficacité des liens. Donc vous devez absolument ne pas faire que du lien, mais travailler également la structure. Donc il faut analyser le profil de lien, regarder également les liens qu'ont vos concurrents. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir le même lien qu'un de vos concurrents? Il ne faut pas hésiter à comparer. Il y a 2 techniques pour faire du lien. Il y a le link building, donc là, on vient générer des liens, on est actif, on va acheter des liens, on va démarcher des personnes pour poser des liens, et cetera. Il y a également le link betting, où là, on essaie d'appâter les liens. Donc là, il faut essayer de proposer les contenus les plus qualitatifs, des très, très pertinents pour espérer qu'un internaute fasse un lien vers vous. Donc ça marchait bien il y a quelques années, c'est de plus en plus dur, parce qu'il y a tellement de contenu sur le web aujourd'hui que espérer avoir des liens, ça reste quand même un petit peu compliqué. Michael, as-tu un outil me permettant de retrouver un lien mal écrit présent sur mon blog? J'ai ce lien, mais je ne trouve pas l'article concerné. Alors, il y a des outils. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de Cocolize, qui est un outil que je peux vous faire essayer. N'hésitez pas à me le demander. Cocolize permet de regarder tous les sites qui font un lien vers vous. Par contre, si un lien est mal orthographié et que je ne sais pas si Cocolize le verra, par contre, je ne pense pas qu'il le verra. Donc, à tester. Thibaut qui dit qu'il y a des groupes Facebook pour trouver des liens. Effectivement, vous avez des groupes Facebook pour échanger des liens ou trouver des liens, c'est très bien aussi également, vous pouvez faire comme ça. Cherchez les liens qui sont en 404, exactement Thibaut. C'est un super conseil. Vous avez des fois des liens qui sont en 404. Si vous recevez un lien qui arrive en 404 vers votre site, il n'y a pas de jus qui est transmis. Donc vous pouvez mettre en place des redirections. Donc par exemple, vous avez l'outil SEO Press qui vous permet de rediriger toutes les pages 404, de les rediriger en 301 vers la page d'accueil par exemple, et vous récupérez ce jus-là. C'est ce que je fais quand je rachète des domaines expirés, des domaines qui avaient une vie avant, je vais rediriger automatiquement toutes les URL. Bruno qui me met relation publique.pro qui peut donner également de bons résultats si on a une bonne approche pour les journalistes. Effectivement, la relation presse peut être également un bon signal pour aller chercher du lien. Donc, ça me fait plaisir de voir que vous avez quand même cette notion-là parce que le lien aujourd'hui est vraiment important. C'est la base de l'algo. Vous devez absolument générer du lien vers vos sites. Je continue. Pour ceux qui ont pas de temps à consacrer, il y a le netlinking, on peut passer par des plateformes comme la mienne. On n'hésitez pas, à partir de 150 € par mois, on peut avoir une stratégie de lien qui est mise en place. Il faut tenir compte de la mise à jour Google, Expertise Authority et Trust, EAT, qui va regarder au-delà du site et voir est-ce qu'un site fait du bruit autour de lui. C'est une mise à jour qui a eu lieu, Google EAT. Allez lire, il y a pas mal d'articles là-dessus. Vous devez absolument avoir un site qui fait du bruit autour de votre marque. Les différents outils que l'on peut utiliser pour retrouver des liens perdus ou visualiser les liens. Donc pour résumer, on doit optimiser son contenu, sa sémantique, elle doit être la plus pertinente possible. On doit répondre à un besoin, à une question d'un internaute. On doit optimiser le maillage interne, le jus donc de l'accueil vers les pages importantes. Attention au menu, au méga menu. On essaie de correctement mailler tout ça et on va générer des liens de qualité pour pousser ces pages qui sont les plus importantes. Et il faut bien sûr tenir compte que le contenu et que les liens sont les 2 leviers les plus importants. Ce matin, j'ai fait un webinaire chez SEMrush, là-dessus, vous pouvez voir la vidéo, c'était ce matin à 11h, sur l'intérêt des contenus et l'optimisation, et pareil pour les liens. Aujourd'hui, les contenus et le lien, ce sont les 2 leviers qui ont le plus d'importance. Voilà. Quelques conseils pour la sécurité. Protéger son site, c'est préserver son référencement également. Vous devez absolument sécuriser votre WordPress. Et ici, vous avez quelques plugins qui vous permettent de sécuriser et d'optimiser la sécurité de votre site. Et puis voilà, attention également aux utilisateurs à ne pas donner des accès aux stagiaires qui va faire n'importe quoi. J'ai vu des stagiaires qui ont activé des langues sur des sites qui ont fait n'importe quoi. Attention à ça. Un compte, c'est une personne et on doit limiter automatiquement. Voilà. J'ai fini ma présentation, j'ai bouclé ça en 1 heure, c'est parfait. Merci à vous pour votre écoute. Maintenant, écoutez, je suis là pour vos questions. N'hésitez pas à me poser des questions. Alors, je vois qu'il y en a qui en arrivent dans le chat. Euh,
Alors, il y a Thibaut qui dit qu'il y avait une étude comme quoi 70% des sites présents dans Google avaient énormément de pages zombies. 70% de pages zombies. Donc effectivement, plus vous allez limiter ces pages-là, mieux ce sera. Item Security, en termes de sécurité, vous avez Item Security, vous avez SecuPress, vous avez WordFence. Il y a pas mal de plugins qui sont assez bien. Moi, j'aime bien WordFence parce qu'il permet de contrôler le site et de détecter s'il y a des malwares. Je me suis fait hacker plusieurs fois des sites et WordFence rapidement m'a permis de visualiser les malwares. Voilà, donc j'ai fait le tour de ma présentation. N'hésitez pas à poser, si vous s'il y en a qui veulent même activer leur micro, n'hésitez pas à activer leur micro si vous voulez échanger de vive voix, c'est avec plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez également les poser. Le mind map, effectivement, il y a différents outils de mind map. Après, moi, effectivement, moi, je pars souvent en fait d'un tableau Excel. En fait, je pars d'un tableau Excel et je vais commencer à mettre en place les structures. Mais voilà, je crée rarement des gros sites, hein. Pour être honnête, je pars rarement dans des gros sites. Alors, j'édite pas mal de sites que je monétise, hein, pour vendre de la vente de liens. Aujourd'hui, alors peut-être que ça fera l'objet d'un atelier comment monétiser des sites à base de WordPress. Mais aujourd'hui, on peut clairement vivre donc en éditant des sites. Et moi, je monte pas mal de sites que je vais mettre à disposition sur des plateformes de liens et qui vont me permettre de vendre des publications. Donc, je vais souvent créer des petits sites thématisés dans un univers et je vais rester focalisé là-dessus. Et pareil pour mes clients, j'ai rarement des clients qui arrivent avec des sites énormes où j'ai besoin de déployer le mind map. Ça m'arrive quand même assez rarement. Effectivement, Xmind, c'est celui qui est le mieux et je l'ai déjà utilisé également. Merci Emmanuel. Je vais couper la présentation, arrêter le partage. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore. Asma qui me dit merci à vous pour toutes ces informations, mais avec plaisir. Donc vous aurez le replay, hein. Jitsi me permet d'enregistrer. Alors je sais que la dernière fois j'avais qu'1 heure, mais là j'ai booké le programme en 1 heure. Donc je vous mettrai le replay à disposition et je vous renverrai un mail et je le mettrai à disposition éventuellement également sur Meetup. Voilà. Et après, je le redis, voilà, si certains d'entre vous veulent faire une présentation, n'hésitez pas à vous manifester. Si vous êtes bon expert dans un domaine, ce sera avec plaisir que vous pourrez animer un atelier. Effectivement, Bruno, merci. En attendant un vrai meet-up, et oui, malheureusement, bon, je ne sais pas si en 2021 on pourra en refaire. J'avais organisé